En Afrique de l'Ouest, avec les troisièmes mandats, notamment en Côte d'Ivoire ou encore en Guinée, et puis au Mali, avec les coups d'État, la démocratie est à l'épreuve. Quand on regarde en Afrique centrale, on parle de longévité au pouvoir, notamment si c'est le cas du Cameroun ou alors du Congo. Peut-on parler d'une démocratie qui évolue? Aujourd'hui, on a choisi de comparer l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale. C'est le thème du jour. Vous êtes sur Regard Extérieur. Bienvenue. Bonjour à tous. La démocratie en Afrique de l'Ouest vs l'Afrique centrale. Avec les troisièmes mandats, on va parler aussi des crises successives qui ont eu lieu au Mali, en Guinée-Conakry et puis en Côte d'Ivoire. Et puis enfin, quand on se tourne en Afrique centrale, on commence par notre pays, le Cameroun, avec donc le président Paul Biya qui est là depuis 83 au pays, si je ne me trompe pas. 82, autant pour moi. Et puis, quand on regarde également du côté du Congo-Brazzaville, enfin, on nous reproche en fait d'avoir des présidents qui assument plutôt une longévité. Peut-on parler de l'épreuve de la démocratie? Qu'est-ce que la démocratie finalement en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest? Pour cela, je reçois deux invités sur ce plateau. Ibrahim Sorel Keïta, bonjour. Je rappelle que vous êtes juriste, mais que vous êtes aussi le fondateur du collectif pour la transition en Guinée. Tout à fait. Événement qu'on a suivi à plusieurs reprises. Merci encore d'avoir accepté d'être présent aujourd'hui. C'est un plaisir de vous retrouver comme toujours. Très bien. Et puis Paul-Éric Emery, vous avez votre mot à dire sur la démocratie en Afrique centrale. Un petit mot, tout simplement. Un petit mot tout simple. J'en profite pour dire bonjour à mon copanéliste. Oui. Et puis à l'ensemble des auditeurs. Très bien. Ibrahim, on a longtemps, il y a quelques années, on nous disait qu'il fallait plutôt regarder les régimes en Afrique de l'Ouest comme étant désormais des régimes qui appliquaient l'alternance démocratique. Et puis là, cette année a été peut-être l'année d'explosion, notamment avec la Guinée-Conakry dont vous êtes originaire, mais également au Mali. Et puis là, la Côte d'Ivoire, où Alassane Ouattara a été obligé de se représenter. Peut-on parler finalement... Et puis, effectivement, on parle de la longévité des chefs d'État qui sont en Afrique centrale. Finalement, pour vous, quel est le meilleur exemple de démocratie ou d'alternance démocratique? Écoutez, d'abord, moi je connais les trois pays dont vous venez de parler en Afrique de l'Ouest, parce que vous avez dit que j'étais originaire de Guinée-Conakry, mais si pas seulement. Veut justement étendre un peu mes racines, on pourrait parler du Mali et même de la Côte d'Ivoire, où j'ai grandi d'ailleurs. Si on prend l'exemple de ces pays d'Afrique de l'Ouest, on peut dire qu'il y a eu quand même des changements de régime, y compris démocratiques pour le cas du Mali. On peut même dire pour le cas de la Côte d'Ivoire en 2010, il y a un changement qui est plutôt démocratique puisque Gbagbo Laurent était au pouvoir et il a été battu. Bon, je vais me faire engueuler par les amis ivoiriens qui estiment qu'il n'avait pas été battu, mais moi je pense qu'il a été battu en 2010 par Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a pris le pouvoir et aujourd'hui c'est vrai que le fait qu'il se maintienne alors qu'il avait promis de ne pas briguer un troisième mandat pose problème et risque d'entraîner le pays dans le chaos. Parce que vous le savez bien, l'opposition a décidé de boycotter les élections et a même lancé comme mot d'ordre à ses partisans d'empêcher que l'élection ait lieu. Donc ce n'est pas juste qu'ils boycottent l'élection, c'est qu'ils empêchent que le processus se mette en place. Donc on part vers des violences terribles. En Guinée, c'est encore pire, parce qu'on peut dire qu'Alassane Ouattara, malgré sa bonne volonté là, pour de le se coup, maintenir au pouvoir, il y avait quand même un autre candidat. Il a quand même un bilan. Et ça, je pense que même ses opposants reconnaissent que son bilan économique est plutôt bon. Le bilan économique de la Guinée, il est désastreux. Et c'est terrible, parce que c'est un pays extrêmement riche qu'un dictateur a réussi à transformer en pays pauvre du fait de la malgouvernance. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur ces trois pays-là. Le Mali, c'est spécial, parce que le Mali, en fait, le président qui a été victime de coup d'État, il avait été élu. Oui. Il avait été élu. Le seul problème, c'est qu'en fait, dans sa gouvernance, il avait associé sa famille, et son fils notamment, mais aussi ses beaux-fils. Enfin bref, c'était devenu du népotisme
qui finalement a conduit à son départ. Parce que sinon, on ne peut pas dire que c'était pas un président que c'est un président qui est arrivé dans des conditions bizarres. Il a été élu de manière très claire, mais il était incapable lors de son deuxième mandat de transformer l'essai. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur l'Afrique de l'Ouest. C'est des gens qui sont autour de 10 ans. L'Afrique centrale, c'est quand même terrible. Excusez-moi de le dire, cher ami, parce que Biya, j'ai entendu parler de 83. Oui, on va juste le laisser finir. J'ai entendu parler de 83. 82. Et vous avez eu l'obligeance de rappeler que ce n'était pas 83, c'était 82. Si on fait le calcul, ça fait quand même 38 ans que le président Biya est au pouvoir. Et je sais que le Cameroun recèle quand même de talent, on le sait, à la fois politique, c'est pas que culturel, parce que souvent on dit le Cameroun, c'est le pays du Makossa et de toutes ces expressions artistiques et musicales, mais le Cameroun, c'est un pays aussi qui a des compétences politiques, qui a des compétences économiques, qui a des compétences sociales. Comment se fait-il qu'au bout de 38 ans, le président Biya n'ait pas trouvé de successeur? Je parle même de gens de son parti. Comment se fait-il qu'au bout de 38 ans, il n'y ait pas eu d'alternance démocratique? Je ne pense pas forcément au professeur Kamto, je pense à d'autres qui depuis longtemps se sont battus, qui auraient pu briguer un mandat, qui auraient pu le gagner. Donc moi, je trouve ça un peu bizarre que le président reste aussi longtemps. Je connais le Cameroun, que j'aime beaucoup. J'étais à Yaoundé il n'y a pas très longtemps, à Douala, donc dans ces villes formidables. Et je trouve que c'est vraiment dommage que la situation politique du Cameroun reste figée. On a le sentiment que ça ne bouge pas, qu'il y a un sphinx qui a le statut comment dirais-je, d'autorité absolue, suprême du Cameroun, qui même, lorsqu'il n'est pas là, peut rester 6 mois en Suisse ou à Paris, au Crillon, où nous l'avons rencontré, nous, ou ailleurs, sans que ça ne dérange qui que ce soit. Moi, je trouve ça un peu dommage. Et sur le Congo, puisqu'on m'a interpellé sur le Congo... Non, mais juste, je vais finir. Sur le Congo... Je vois que c'est le Cameroun qui vous intéresse, donc je dis 2 mots du Congo. Vous dites beaucoup de choses sur lesquelles on peut revenir. D'accord. Alors sur le Congo, je trouve aussi que ce côté figé, je parle du Congo Brazzaville. Et les deux sont en Afrique centrale. Je parle, tout à fait, mais je parlais du Congo Brazzaville parce qu'on sait que Tshisekedi vient d'arriver. Donc je parlais des gens qui sont au pouvoir depuis longtemps. Voilà. Je disais qu'en Afrique de l'Ouest, c'est à peu près 10 ans de pouvoir et il faut que l'alternance se fasse. Surtout parce qu'ils ont fait 2 mandats. Et j'ajoutais qu'au Congo, au Cameroun, c'est 38 ans de pouvoir, donc le décalage, il est monstrueux. Et j'ajoutais aussi que le petit frère de Biya à côté, le président Sassou Nguesso, il est là, je crois, depuis 36 ans. Si on cumule ses 9 ans précédents, je crois, jusqu'en 91, parce qu'il avait été président entre 88, je crois, et 91, depuis qu'on vous entend, et 97 où il est au pouvoir. Depuis qu'on vous écoute, il n'a jamais été question de la volonté du peuple dans vos analyses. C'est quand même assez curieux comme type d'analyse que vous êtes en train de soulever. Vous croyez vraiment à ce que vous dites? Si vous permettez, la démocratie, c'est une liberté de choix, qu'on vous en conviendra avec moi. Bien sûr. Donc votre histoire d'alternance là n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que les gens peuvent faire le choix de rester avec le même. Ça, vous l'entendez, ça? Absolument. C'est une liberté, non? Absolument. Donc voilà, donc s'agissant de l'Afrique centrale, les gens font le choix de garder le même. Et je crois que c'est une liberté. Est-ce que le choix est libre? Non, mais il est libre. Les gens, on passe par des élections. Je ne vous apprends rien. Elles sont crédibles? Mais des observateurs internationaux sont régulièrement invités. Je pense que peut-être que vous avez l'opportunité de lire les comptes rendus de ces différentes élections avec les rapports de l'ONU, etc., etc. Vous verrez, c'est très intéressant. Il y a toujours des satisfecits générales qui sont accordées par rapport au processus électoral. Je serais ravi d'avoir vos rapports, parce que les miens disent autre chose. Ceci étant dit, la question qu'on débat ici est de savoir si la démocratie ouest-africaine est plus vertueuse ou alors apporte plus d'éléments positifs que la démocratie en Afrique centrale. Bon, au vu des analyses que vous-même vous venez de faire, on commence à tirer des leçons en disant qu'il n'y a pas d'exemple à tirer. On ne peut pas suivre la démocratie, l'Afrique de l'Ouest, parce qu'elle est émaillée de multiples coups d'État, si on reprend que le cas du Mali. Donc là, on ne peut pas parler de démocratie concernant ce pays. S'agissant du Sénégal, c'est moyen, parce que là aussi, il y a des heurts. Pendant des élections, il y a des voitures brûlées, etc., etc.
Je ne reviendrai pas sur le cas. Du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire? On parle du Sénégal. Le Sénégal, la dernière fois qu'il a été élu, Macky Sall, on a bien vu, il y a eu de la casse, des mairies qui ont été brûlées, etc. etc. Donc, ça veut dire que ce n'est pas vraiment un exemple. Il n'y a pas eu de mairies brûlées, il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse. On est d'accord au moins là-dessus, il y a eu de la casse. Sincèrement, le Sénégal est un exemple par rapport aux trois pays dont je viens de parler. Non, s'il vous plaît, un exemple là où il y a de la casse. Bon, ça, on l'a noté qu'il y a de la casse là. S'agissant maintenant de la Guinée en particulier, là. Le chef de l'État guinéen, si je ne me trompe pas, monsieur Alpha Condé, le professeur Alpha Condé. Condé qui a d'ailleurs été professeur ici en France. Là. Pendant qu'il était dans l'opposition, il critiquait tout le monde. Là. Il critiquait tout le monde. Maintenant qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait pire que ceux qui étaient au pouvoir avant lui. Vous êtes bien d'accord avec moi? Je suis d'accord. Donc, alors, quand on regarde ce tableau, parce que bon, je ne reviendrai pas sur la Côte d'Ivoire, c'est un cas un peu particulier. Quand on regarde ce tableau, je pense qu'un pays qui veut avancer vers le développement a besoin d'une certaine stabilité dans son pays, d'accord? Et je pense que c'est le choix que les Africains de l'Afrique centrale ont fait, à savoir que quand il y a moins d'agitation politique, il y a des possibilités que le pays avance vers un développement économique. Et je pense que si on regarde, je ne suis pas un spécialiste des indicateurs, il y a un monsieur tout à l'heure qui était ici, qui fait de la stratégie, qui lui est habitué à regarder ces indicateurs, vous verrez que les pays d'Afrique centrale ne se portent pas plus mal au plan économique que les pays d'Afrique de l'Ouest, on s'en fout. Juste si on s'arrête là. Si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, on peut dire que si on s'arrête juste il n'y a pas photo aujourd'hui quand même entre la croissance économique en Côte d'Ivoire et la croissance au Cameroun et au Congo. On est en train de parler d'un ensemble. Là. Je pense que vous ne m'avez pas bien compris. On parle de l'Afrique centrale dans son ensemble et de l'Afrique de l'Ouest. Alors ce que je dis, moi, c'est que les pays d'Afrique centrale se portent mieux au plan économique parce que, justement, il y a une stabilité politique dans ces pays-là. Ce qui n'est pas le cas de l'Afrique de l'Ouest. Moi, je viens de vous dire, si on vous êtes d'accord au moins sur le constat? Si on prend l'exemple est-ce que vous êtes au moins d'accord pas sur l'exemple de la Côte d'Ivoire. Au niveau économique, pas sur l'exemple de la Côte d'Ivoire. Même sur le cas de la Côte d'Ivoire, même sur le cas de la Côte d'Ivoire, on peut regarder les chiffres. Si je ne me trompe pas, c'est un pays qui fait à peu près 5 milliards, voire 5 à 6 milliards de budget par an, c'est ça? Un peu plus. Ou un peu plus. Bon, quand on regarde secteur par secteur, c'est pas vraiment si mirifique que ça, quoi. En termes de... Non, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'en termes d'infrastructure, il y a un effort qui a été fait. Mais simplement au niveau de l'élévation du niveau de vie, ce n'est pas encore le cas. Donc voilà quoi. Bah si, il est reconnu par tous. Oui. Que pendant cette gouvernance, juste je finis la phrase. Juste pour qu'on ne se perde pas, parce que vous allez aller dans les détails là. Parce qu'on est en train d'analyser. Mais il faut sur la Côte d'Ivoire. Sur la Côte d'Ivoire, c'est important. Allons-y sur la Côte d'Ivoire. Des choses sur la Côte d'Ivoire, laissez-moi répondre. Je disais qu'au niveau de la croissance, qui a 2 chiffres quand même en Côte d'Ivoire, il faut le saluer. Même si j'ai dit en introduction que je suis contre le projet de 3e mandat du président Alassane Ouattara. Donc je peux être objectif vis-à-vis de lui. Oui, je vais même préciser que moi, j'ai soutenu sa candidature en 2010. Parce qu'en 2010, quand il était retranché, je ne m'occupe pas que de libérer des prisonniers politiques, je m'occupe aussi de rendre une certaine justice démocratique. Lorsqu'il était enfermé en 2010 à l'hôtel du Golfe, ici même en France, il y a eu des soutiens très forts. On a tous suivi ces événements, on les a en tête aussi. Oui, mais je vais aller plus loin. Il y a eu des soutiens très forts d'une partie de l'opinion publique africaine, en direction de Laurent Gbagbo, que bon, moi j'ai rencontré 2-3 fois, mais je fais partie des rares personnes au niveau africain. Les Français, ils soutenaient Ouattara, mais au niveau africain, la plupart des intellectuels soutenaient Laurent Gbagbo au nom justement de l'anti-impérialisme, parce qu'ils estimaient que Sarkozy n'avait pas à se mêler des affaires de Côte d'Ivoire. Ce qu'on peut comprendre. Je rentre pas dans simplement, non mais on n'entre pas, je finis la phrase. Je veux juste finir la phrase. C'est que je simplement, on le laisse juste finir. Allez-y, finissez. Simplement, ce que j'étais en train de dire, c'est que moi, à cette époque-là, je fais partie de ceux qui disaient on ne peut pas être tout seul contre le monde entier. Donc, laissons Alassane Ouattara diriger le pays au moins pendant 5 ans. Le président Laurent Gbagbo a le temps après de revenir et de se confronter aux élections. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc moi, j'ai défendu cette position-là. Donc aujourd'hui, je suis très à l'aise pour dire que je regrette que le président Alassane Ouattara brigue un 3e mandat. Mais
son bilan économique, reconnaissant-le quand même, cher ami, son bilan économique est très bon. En restant sur ce bilan économique-là, c'est en fait ce qu'on essaie de regarder, c'est la couverture des besoins de base. Et là, vous ne pouvez pas me dire ici que la couverture des besoins de base en Côte d'Ivoire est supérieure. En Côte d'Ivoire est supérieure que dans les pays d'Afrique centrale. Aujourd'hui, bon, peut-être que depuis 2 mois, alors je vais finir la phrase. J'en suis même pas certain. Peut-être que depuis 2 mois, en raison de la crise, il y a des difficultés qui s'amoncellent, ce qui est normal. Oui. Parce que les gens, comme vous avez dit, les gens ont besoin de stabilité pour que l'économie progresse. Mais ça, je suis d'accord là-dessus. Voilà. De stabilité. Stabilité. Je n'ai pas dit d'installation pendant 30 ans. C'est cette stabilité. Les gens ont besoin de ça. Politique qui existe. On va sortir de la comparaison entre on aura un éclairage tout à l'heure sur la dimension. Non, mais on aura, messieurs, mais sincèrement, on aura un éclairage tout à l'heure là-dessus. Voilà, sincèrement, pour connaître aussi la réalité camerounaise, il y a une paupérisation au Cameroun. Le Cameroun, c'était un pays qui était plutôt riche. C'est un sentiment. Un pays plus... Non, c'est pas un sentiment que vous avez. C'est une réalité. Vous le mesurez comment? Mais par les chiffres. Mais comment? Les chiffres de la pauvreté. La pauvreté augmente. Vous avez cité les nations. C'est pour ça que je vous dis, on va... C'est vraiment dommage que je ne sois pas venu avec mes notes. Parce que ça, vous aurez été gêné. Parce que les rapports sont clairs là-dessus. Lesquels? Là, il y a une, je viens de vous dire, des Nations Unies. Attendez, j'en prends un seul. Notamment de la Banque mondiale. La Banque mondiale, 2019. Regardez les rapports sur le Cameroun. Moi, je vais vous en donner un tout de suite là. Je pense que vous allez être d'accord avec ça. Vous savez, en 77-78, la population camerounaise était à peu près à 7 ou 8 millions d'habitants. D'accord? Aujourd'hui, on est en train de parler de 30 millions d'habitants. D'accord? La population ne peut pas croître dans un pays qui s'appauvrit. Vous êtes d'accord, oui ou non? Mais c'est simple, hein, et on n'a pas besoin d'aller à l'ONU, tout ça. Hein. Si vous voulez. C'est du factuel, ça. Donc voilà, tout simplement pour vous dire qu'il faut bien lire les indicateurs que vous avez. Moi, je vous dis que la population est en train de croître dans un pays comme le Cameroun. Et doublement de la population en moins de 50 ans. Donc, c'est quelque chose de déceptionnel. Non, mais parce que vous moi, je pense juste ce premier critère-là. Sans rentrer dans le détail. Vous venez d'asséner une contre-vérité. Comment ça, contre-vérité? Parce que vous avez dit... La croissance de la population. Je vais vous dire. Allez-y. La croissance de la population est un élément qui peut booster l'économie. Pour une raison simple. Parce que vous avez beaucoup plus de consommateurs. Oui, voilà. Mais il peut arriver aussi, si la production ne suit pas cette croissance, il peut arriver que ce soit un élément de paupérisation. À tel point, je vais vous dire une chose, à tel point que Macron, quand il va en Afrique, il dit même que le problème de l'Afrique, c'est parce que les femmes font trop d'enfants. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il lie ça à la pauvreté. C'est pour ça qu'il le dit. On est en train de parler d'économie là. Je sais mais bien sûr. Mais je vous signale que Macron est économiste. Hein. Non, ce n'est pas votre champ en fait. Parce que quand vous savez... Macron est économiste, je vous précise. Le taux de croissance de la population est intimement lié au taux de croissance de l'économie. Ça dépend. Ça dépend pas, mais ça, c'est pas moi qui l'ai mis en place. Je vous invite à relire Karl Marx directement sur cette propre question. Karl Marx lui-même. Le taux de croissance de la population, intimement lié au taux de croissance de l'économie. Je viens de vous dire à condition... C'est juste une petite... Mais non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai. Je viens de vous dire à condition... Mais alors, pourquoi les gens disent... Alors, répondez à cette question. Oui, je réponds. Pourquoi la plupart des économistes... qui sont, qu'on appelle antidémographes, disent que le problème de l'Afrique, c'est lié à sa surpopulation. Mais non, mais ça, c'est pas faire de l'économie, ça. Déjà. Non, mais pourquoi il dit ça? Alors messieurs... Je vais vous répondre sur le plan économique. Messieurs, on s'est un peu éloigné, parce que si on part sur les... répondre à votre question. Non, mais on s'est éloigné du sujet. Je propose, s'il vous plaît, que l'on marque une petite pause. On a interviewé donc Bonkana Maïga, qui était donc un des chanteurs du groupe... que vous connaissez certainement, les Marvillas du Mali. Et on lui a demandé son sentiment sur la crise qui se passait au Mali. Je vous propose que l'on regarde et qu'on revienne en plateau. La politique aujourd'hui, les gens, ils viennent, c'est le matu, voilà, c'est un coup d'État salutaire pour mettre de l'ordre. Et les Maliens, c'est comme ça. On vous laisse faire, et un jour, on se lève, on dit non, vous n'êtes plus là. Parce qu'ils sont très solidaires. Ça s'est passé comme ça avec Moussa Traoré, ça s'est passé comme ça avec ATT, et ça s'est passé pas comme ça avec Sanogo qui n'a pas duré au pouvoir. Mais le Mali, il est comme ça. Il se donne la main pour le bonheur du peuple malien.
Et nous espérons, parce qu'on ne va pas hésiter à faire un 5e coup d'État, mais pas des coups d'État pour tuer, pour prendre, quitte là, pour que je m'y mette, tout ça. Non, non, des coups d'État pour que ça soit salutaire pour le peuple. Et je pense que ces jours-ci, ils vont trouver la solution, trouver un Premier ministre, un président civil, en tout cas la CEDEAO le souhaite pour qu'on puisse aller vers une bonne voie. Quand c'est ça, on supporte. Je ne dis pas que je supporte les militaires, mais il faut le changement. Peut-être un jour, on deviendra comme les États-Unis, comme la France, où vraiment la politique prendra le dessus. Justement, ce matin, on avait une grande réunion, tous les artistes maliens, ce matin, on avait une réunion avec le comité militaire. Le comité militaire pour leur dire que mettez les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. À la culture, mettez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour la culture, pour les musiciens, pour les artistes, pour tout ce qui est culture. Pas des gens qui viennent avec des gros discours, ça n'arrange pas. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, il y a eu Bernard Dadier qui se battait pour la culture. Et malheureusement, il est décédé. Je ne connais pas tous les pays, mais je souhaiterais que désormais qu'il y ait des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est tout ce que je peux dire. Alors, retour sur ce plateau après avoir visionné cette interview exclusive que nous avons réalisée de Bonkana Maïga, qui était de passage à Paris dans le cadre de la promotion du documentaire Africa Mia, donc un documentaire qui est donc dédié au groupe Les Maravillas du Mali. J'ai choisi de faire revenir sur ce plateau donc Elvis Bondo, qui est donc économiste, qui va nous éclairer sur la partie économie. On a un peu tout à l'heure, dans cette première partie, on était un peu embêtés parce que Paul-Éric avait annoncé parler de croissance, de démographie, en faisant un parallèle. Et Ibrahim n'était pas d'accord. Alors Elvis, qu'est-ce que vous avez retenu ? Alors, j'avais entendu effectivement que la croissance démographique impulsait la croissance économique. Ceci dit, c'est une vérité. Vauban, déjà à l'époque, disait « il n'est de richesse que d'hommes ». Maintenant, la réalité, c'est que ce qu'on constate quand on regarde le track record, les données historiques, toutes les populations croissent plus vite en période de pauvreté. C'est paradoxal, mais en fait, ce n'est pas si paradoxal cela. Quand vous regardez la Chine, par exemple, ça a eu sa croissance la plus forte quand la Chine n'était pas dominatrice du monde. Parce que la Chine a été première puissance mondiale, notamment avec le commerce, est devenue ensuite pauvre, après l'invasion notamment par le Japon, avant de redevenir avec une puissance, avec une population forte. Lorsqu'elle a mis en place la politique de contrôle des naissances. Il en est de même pour l'Inde, et il en est de même également dans beaucoup de pays africains, notamment Nigeria, etc. Regardez le Nigeria, par exemple. Depuis que le Nigeria engrange les données macroéconomiques, la population se stabilise. Et en fait, c'est ainsi que les choses se passent, parce qu'en fait, on dit souvent même que le lit du pauvre est plus fécond. Parce que c'est... vous parlez de données économiques, donc je ne fais que faire des références à des données économiques. Vous des anecdotes là. Non, je ne on sors pas d'anecdotes. Je donne en fait. Faut rester sur l'économie. Oui, non, mais je reste sur l'économie et je reste surtout sur des faits. Après, l'interprétation est une autre. Tout à l'heure, il faut bien qu'on comprenne. Non, il a perdu le postulat. Non, on le laisse juste finir. J'étais en train de présenter des données, donc ce sont des faits. L'interprétation, vous en ferez ce que vous voudrez. Vous pouvez en dire ce que vous voulez, mais je présente des faits. Ce sont des faits historiques qui sont vérifiables. Donc, ce sont des données très simples. Maintenant, il y a une chose. On va juste le laisser finir. Une chose qui est là, il est capital de savoir que la population a un lien avec la croissance économique. Ça, c'est clair et net, et je le souligne, je dis encore, il n'est de richesse que d'hommes. Mais bien entendu, ça c'est clair et net, c'est limpide, et je suis tout à fait d'accord. Voilà, non, mais ça ne va pas dans votre sens. C'est là où nous divergeons. Là où nous divergeons, c'est la lecture actuelle. Dire que, parce que c'est là où nous devons revenir au débat,
à la fin des années 70, il y avait 8 à 9 millions d'habitants au Cameroun. Aujourd'hui, on est à 30. On est à 30. Voilà. Et cela doublement signifie... en moins de 50 ans. Ah, ok, mais dans ce cas-là, regardons, en même temps, puisqu'il y a eu 4 fois, 8 à 30, il y a eu 4,1 une fois. Donc regardons la croissance du PIB camerounais. Regardez, vous n'aurez pas du tout la croissance du PIB camerounais qui a été multiplié par 4,1. On va le laisser finir. On va même faire une comparaison. Oui. Dans le même temps, le PIB ivoirien était légèrement meilleur que celui de la Corée du Sud. Aujourd'hui, on en est où? La population de la Corée du Sud a accru moins fortement que celle du Cameroun, mais sa croissance économique a été multipliée entre-temps par 12. Voilà, juste pour vous dire, en fait, la croissance d'une population peut avoir une croissance économique, mais malheureusement, pour cela, il faudrait que les agrégats économiques soient propulsés. Et je reviens juste pour finir la comparaison avec l'Afrique de l'Ouest. Quand on regarde sur les 10 dernières années, on peut dire que le taux de croissance net en Afrique centrale est supérieur au taux de croissance en Afrique de l'Ouest. Je compare les deux blocs franc CFA uniquement. Au moins, on est sur une monnaie totalement comparable en taux de croissance. Maintenant, il y a autre chose que l'on regarde quand on regarde un taux de croissance. Parce que si on regarde un taux de croissance, en Afrique centrale, par exemple, le meilleur taux de croissance est dû à la République centrafricaine. Voilà, c'est pour vous dire. Effectivement, quand on part de quasiment rien pour monter, ça fait beaucoup en taux de croissance. C'est juste une évolution, c'est une courbe que l'on voit. Maintenant, il y a le contenu. Donc, en fait, la croissance, comment est-ce qu'elle est produite? Est-ce qu'elle est produite par les infrastructures, etc. En Afrique de l'Ouest, en tout cas, le boom en Côte d'Ivoire a été énormément impulsé par tout ce qui est infrastructure. Donc, là-dedans, il faut regarder l'évolution de cette création de richesse dans le temps. Et quand on regarde, en fait, la composition de la richesse créée sur les 10 années, il faut observer quelque chose que l'on ne regarde pas toujours avec attention, c'est la part due aux locaux. C'est-à-dire que dans le temps, il faut qu'il y ait moins de richesses qui s'échappent vers l'étranger. Et quand vous regardez la progression de la croissance, de la richesse créée en Afrique de l'Ouest versus Afrique de l'Ouest, cette part-là qui s'échappe, qui s'évapore, en fait, qui ne fait pas, parce qu'en fait, l'impact est nécessaire pour des emplois locaux. C'est ce qui intéresse en réalité. Autrement, donc pour résumer clairement, on peut dire qu'il y a une meilleure croissance en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Alors, parce que nous, le sujet... Je dirais il y a un plus fort taux de croissance, mais je ne dis pas qu'il y ait une meilleure croissance. Non, parce que, en fait, je ne pourrais... Lorsqu'on parle de meilleure croissance... Juste encore souffrez de l'écouter quelques minutes et après on a fini. D'une meilleure croissance, c'est qu'on donne une opinion sur des données globales. Et là-dessus... Moi, je donne mon opinion et je ne dis pas qu'elle est meilleure en Afrique centrale. Pourquoi? Parce qu'en fait, je regarde le contenu de la croissance. Et c'est ce qui est important en réalité. Ce qui est important pour le commun des mortels, c'est tous les jours ce qu'il est capable de mettre dans la poche, ce qu'il est capable de mettre de côté et dans quelles conditions il fait progresser ses enfants. Et même là encore, en Afrique centrale, c'est supérieur. C'est le contenu. Et lorsqu'on regarde en réalité l'utilisation des fruits de la croissance, vous avez les infrastructures que l'on dit de base. Et là, vous avez un indice qui est publié par le PNUD, l'IDH, qui est à observer également. Les infrastructures de base, on parle là des hôpitaux, on parle des routes, on parle des écoles. Là, et quand on parle d'électricité, et là, on regarde le taux de disponibilité de l'électricité, le taux de disponibilité en tenant compte de la vitesse de l'Internet, d'accès à l'information, le taux de bancarisation, la proximité des ponts de justice, ce type de choses-là, de recours, parce que c'est tout ça qui fait la sociabilité. Et donc, en fait, on va regarder tous ces aspects-là.
Et quand on regarde même, ne serait-ce que pas seulement le taux de scolarisation, parce que là, le Cameroun est très fort, mais il y a une chose. 92%, on peut le rappeler. Non, mais non seulement 92% de taux de scolarisation, mais le taux de sortie est très élevé également en termes de niveau. Mais ce n'est pas tout. Il y a l'accès. Est-ce que l'école est gratuite, payante, et quel est le niveau? On va juste, alors, s'il vous plaît, on va recadrer. Le contenu est très très riche à regarder et cela dépend en fait de chaque appréciation. C'est pour ça que juste le taux de croissance ne suffit pas. Très bien, merci beaucoup. Très très bien, c'était la question de départ. Donc justement, vous voyez que ce monsieur... Non mais Paul Éric, ça ne rejoint pas du tout ce que vous êtes en train de dire. Là, on vient d'avoir un brillant cours d'économie pour comprendre que les chiffres ne doivent pas être utilisés à mauvais escient. Non, si vous me permettez, moi, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure pour rappeler, parce qu'il faut de temps en temps rappeler. J'ai dit une chose, c'est que la stabilité politique qui existe en Afrique centrale permet d'enregistrer un développement supérieur à celui de l'Afrique de l'Ouest, là où on enregistre une instabilité politique. Mais on est en train de vous dire, que non, puisque la Côte d'Ivoire... Et l'économiste qui est ici à côté de moi vient de vous confirmer exactement la même chose. C'est pas... si vous permettez, pas si compliqué que ça. La stabilité politique et sociale est quelque chose qui permet bien entendu la production. Oui. Alors maintenant, le biais que je voudrais juste apporter au débat, si vous permettez, puisque c'est lié à des problématiques de mandat, etc., c'est est-ce que la stabilité politique et sociale signifie la stabilité à travers une personne? Voilà, c'est juste... C'est d'autres voilà, c'est la problématique qu'il faudrait regarder parce que non, à la je fin, pense qu'il faudrait lire les choses différemment parce qu'il faut regarder aussi si on compare, ici il est question de lier à des régimes, à des personnes, il faut regarder la performance d'un régime quand il est en place et à quel moment il s'essouffle. Il y a cela qu'il faut regarder. Et la performance, elle se regarde non seulement sur le plan économique, mais sur le plan social également. Monsieur parlait tout à l'heure de stabilité pour le développement économique et social. Lorsque vous regardez un autre chiffre, purement intra-africain, les mouvements migratoires entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Ouest. Vous regardez notamment au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pardon, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et vous pouvez regarder aussi avec le Maghreb. Vous regardez notamment au niveau d'une proportion de la population qui nous unit et qui est très importante, la proportion jeune, entre 15 et 23 ans, par exemple, ou jusqu'à 25 ans, puisque nous étudions souvent plus longtemps. Vous allez voir qu'il y a une masse, enfin un mouvement plus fort qui va vers l'Afrique de l'Ouest pour des questions d'éducation, de scolarité, d'instruction. Pas forcément, je pense pas. Pas forcément pour le Cameroun, mais comme vous le disiez... Non, pas forcément pour... On finit juste là-dessus. Vous disiez à juste titre tout à l'heure qu'il était question de comparer Afrique de l'Ouest contre Afrique centrale. Et je regarde le mouvement d'ensemble. Il y a un plus fort mouvement sur cette proportion de la population déjà vers l'Afrique de l'Ouest. Et lorsqu'on regarde maintenant les mouvements en termes d'affaires, d'hommes d'affaires, vous allez pouvoir répondre, Paul Éric. Il ne dit pas pourquoi. Il faut le laisser finir, parce que vous l'interrompez. Parce qu'il va très rapidement sur des choses qui sont importantes. Je parle des chiffres. Il dit qu'il y a un mouvement migratoire. On va juste le laisser finir, Paul Éric. Je vais essayer de rester sur des faits. Je vous laisse mettre de l'interprétation et des opinions que vous voudriez en avoir. Je reste sur les faits, si vous le permettez. Et quand on regarde une autre proportion de la population, les hommes d'affaires, là également, les mouvements sont plus forts en allant chercher de l'autre côté. C'est-à-dire que... Donc en partant de l'Afrique centrale vers l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que vous avez des mouvements qui arrivent, qui vont créer de l'autre côté et on va acheter pour emmener. C'est-à-dire que en termes de... Parce que le PIB, c'est quoi? C'est de la richesse créée, c'est-à-dire il s'agit de production. Le commerce apporte très peu en PIB. C'est la création qui est importante. Et la production se fait du côté ouest versus l'Afrique centrale. Très bien. À l'exception là, monsieur. À l'exception de... On va laisser... On va juste... Très bien. On va... Alors... Très bien. Paul Éric, vous pourrez répondre, après Ibrahim pourra répondre. Allez-y. Écoutez, cher monsieur, moi,
je reste dubitatif par rapport à la présentation que vous faites là. Mais en tout point, de toute façon, elle est en train de corroborer l'ensemble des choses que j'avais déjà établies ici. Maintenant, sur un certain nombre de points... Mais si vous êtes dubitatif, mais vous êtes d'accord avec Sidi, alors? Sur un certain nombre de points, il y a quand même des éclairages à ramener. Quand vous dites qu'il y a un plus fort, comment ça s'appelle, un plus grand mouvement des populations migratoires de l'Afrique centrale vers l'Afrique, mais d'une population jeune. Non, mais ça tombe sur le coup de l'évidence, puisque c'est le chemin des migrations vers l'Europe. Ils ne vont pas vers l'Afrique de l'Ouest. On voit très bien que tous ces gens qui passent par là, c'est le chemin naturel pour aller directement vers l'Europe. On va le laisser finir. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Je n'ai pas... Et vous-même, vous l'avez dit. Dans vos dits, le taux d'éducation... Attendez, s'il vous plaît. On va le laisser finir. Elvis, on le laisse finir. On le laisse finir. Non, évidemment, vous regardez que ce qui vous intéresse. Donc, il faut regarder jusqu'au bout, quoi. Enfin, donc, et en même temps, en matière comment ça s'appelle, d'offres de formation, je ne suis pas certain que l'Afrique de l'Ouest propose plus de formation qu'en Afrique centrale. Ça, c'est pour ne prendre que le simple cas du Cameroun. Si on regarde la Côte d'Ivoire, je pense que là-bas en Côte d'Ivoire, il y a tout au plus une ou deux universités d'État. Le Cameroun, je parle d'université d'État, je ne parle pas de privé. Université d'État au Cameroun, on avoisine les 10. Il y en a dans toutes les régions. Non, mais nous, on avoisine les 10 chez nous. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, vous l'avez reconnu, en termes de taux de scolarisation, on est aux antipodes de la Côte d'Ivoire. Donc, s'il n'y a même pas de comparaison. Donc, vous ne pouvez pas venir. Mais on ne peut pas. Mais Paul-Éric, parce que là, vous êtes. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est de pointer. Ce n'est pas parce qu'il y a 10 universités d'État au Cameroun qui en a 2, par exemple, uniquement dans un pays. C'était pour aller très rapidement vers quelque chose. C'est-à-dire que c'est ces mouvements de population qui partent en Afrique. Ce n'est pas pour aller étudier. Hein. Loin de là, parce qu'effectivement, cette offre-là, elle existe en Afrique centrale. Elle est plus abondante même en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que c'est un chemin naturel d'immigration vers l'Europe, tout simplement. Donc, voilà. Je pense que c'est clair. Donc, vous contestez tout ce qui a été dit pour revenir au sujet du... Pour revenir très, très, très simplement, parce que si on s'éloigne des basiques, là, on ne va pas se comprendre. Bien. Ce qu'on a mis en place, et ce qui est établi, tout le monde l'a accepté ici, c'est que le taux de croissance de l'économie est intimement lié au taux de croissance de la population. Non, ce n'était pas le propos. Non. Non, le propos de départ, le sujet, nous sommes là pour parler de démocratie. Nous sommes là pour parler de démocratie. C'est lié. La question, c'est de savoir quels sont les pays en Afrique centrale qui vont bien, quels sont les pays en Afrique de l'Ouest qui vont bien. Vous avez utilisé l'argument, le taux de croissance. Donc, et ce que je suis en train de dire, c'est que là où on observe une certaine stabilité politique, donc sur le plan économique au Cameroun, tout va bien. De voir qu'il y a une progression vers le développement, c'est ce que je suis en train de dire. Et je pense que de ce point de vue-là, l'Afrique centrale est nettement en avance par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Très bien. Ibrahim, vous pourrez peut-être répondre. D'abord, je voudrais saluer les propos de notre économiste, Elvis, parce que sincèrement, il a été pondéré, puisque Paul-Éric n'a pas arrêté de le gêner dans son intervention. Il a réussi quand même à aller jusqu'au bout de l'intervention, et il a dit 2-3 choses, moi en tout cas, qui m'ont intéressé. Une qui aurait pu aller dans le sens de Paul-Éric, en disant que la démographie... Mais moi, je l'avais dit aussi. Peut-être un facteur d'impulsion de la croissance. Mais ce n'est pas automatique. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce que j'avais dit également. Tous les économistes le savent. Non, pas du tout. C'est pas vrai. Tous les économistes c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je le répète encore, peut-être. Il a donné des exemples qui étaient incontestables. En fait, vous m'entendez. Par rapport à la Chine, qui est quand même un très grand pays. C'est la première puissance économique aujourd'hui du monde. Pas encore. C'est les États-Unis jusqu'à peu. Mais on va le laisser répondre. Jusqu'à peu du je vais te faire plaisir. C'est la deuxième puissance économique. C'est les États-Unis jusqu'à peu. Alors, je vais te faire plaisir. C'est la deuxième puissance. Non, c'est pas moi qui fais plaisir. Non, mais moi, je dis vous êtes en train d'informer les gens. Moi, je dis que c'est la première. On le laisse finir. Non, il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas exactes. Elle va mieux que les États-Unis, pays le plus endetté du monde. Bon, je vais avancer. Oui, on avance, c'est pas le sujet. On s'éloigne du sujet, allons-y. Donc, sur ce point-là, moi, j'ai trouvé très intéressant ce qu'il a démontré. En plus, il a démontré de manière très pédagogique. C'est-à-dire que tout le monde comprend, malgré vos efforts de le perturber. Donc ça, c'était vraiment intéressant. La deuxième chose que je voudrais dire quand même, qui est importante, c'est sur les mouvements. Ce n'est pas par rapport au chemin de l'immigration. Le chemin de l'immigration, il n'y a pas besoin d'aller en Côte d'Ivoire pour venir en France. Hein. Ça, ce n'est pas vrai du tout.
C'est pas vrai du tout de dire ça. Il faut juste regarder la place du Cameroun sur la carte de l'Afrique et regarder les pays de transit, le Maroc, la Mauritanie. Il n'y a pas besoin de venir en Côte d'Ivoire pour cela. Non, donc juste une question. Juste, je vais finir. Le Niger, on le laisse juste finir. Juste s'il vous plaît. On arrive. Je vais finir. C'est bien un pays d'Afrique de l'Ouest, le Niger. Par ailleurs, on le sait, oui. Au niveau économique, au niveau des hommes d'affaires, oui. On le sait. Moi, je ne vais pas prendre mon exemple parce que c'est un exemple à un petit niveau, mais même moi, quand je vais à Abidjan, le nombre d'hommes d'affaires, de commerçants camerounais que je vois, mais franchement, c'est hallucinant. Et je suis quelqu'un de très ouvert, de très actif, qui va... Et l'inverse, ce n'est pas forcément... Mais je reconnais que c'est juste à mon niveau et qu'on ne peut pas en tirer des statistiques. Mais je fais partie quand même de gens qu'on interroge lorsqu'on met en place des statistiques, parce qu'ils peuvent aussi donner leur avis. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit sur ces mouvements-là. Juste une petite dernière parenthèse, chose et je vous laisse qui va faire plaisir à Paul-Éric, effectivement, la stabilité politique est un élément important pour l'économie, évidemment. Si un pays va mal, ben, les investisseurs se barrent. Ils vont à l'étranger, forcément. Donc là-dessus, moi, je suis d'accord. Juste une petite parenthèse. Très bien, Paul-Éric. Non, juste une petite parenthèse. Rapidement. Parce qu'on est en train d'aller très vite là. On a un grand pays là en Afrique de l'Ouest. Je crois qu'il est en Afrique de l'Ouest, le Nigeria. Le Nigeria, ça fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Là, il y a, au Bamo, il y a 4 à 5 millions de Camerounais qui vivent au Nigeria. D'accord? C'est-à-dire qu'au niveau, dans ces 4 à 5 millions de Camerounais qui vivent là-bas, je suis sûr, et je ne vais même pas chercher très loin, en termes d'hommes d'affaires, il y en a beaucoup plus là-bas au Nigeria que ce que vous avez vu en Côte d'Ivoire. Bon, très bien. Mais ça c'est un autre débat. Mais il a parlé de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Le Nigeria, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, en fait, tu viens de valider sa thèse. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est des Camerounais qui sont installés là-bas, qui produisent des biens. Ah, d'accord. Mais c'est possible. C'est possible. Moi, je l'ai dit. Moi, j'ai dit que le Cameroun a des richesses humaines. Paul-Éric, j'ai commencé dans mes propos préliminaires à dire que le Cameroun a des richesses humaines. D'accord, on va pas faire de polémique là-dessus. Que ce soit un seul homme qui tienne les destinées de ce pays. Pourquoi, si l'ensemble des Camerounais Je ne le crois pas. Moi, je ne le crois pas. Non, mais ça, on n'est pas au niveau des croyances, là. Non, mais je ne le crois pas sur la base d'éléments concrets. Les élections au Cameroun, je suis désolé, elles ne sont pas inclusives. Monsieur, quand je vous parle... pas inclusives, les élections. Je pense que depuis que vous m'écoutez, là, je ne suis pas en train de faire une liturgie, là, ou en train de faire des incantations. Liturgie, oui, incantation, peut-être pas. En tout cas, pas nigérique. On est au niveau réel, là. Moi, je suis au niveau réel, là. Et on est en train de parler des choses qu'on peut constater et qu'on peut même toucher du doigt. D'accord. Donc, Paul-Éric, est-ce que je peux cette stabilité-là, on peut la toucher du doigt. Monsieur Paul-Éric, est-ce que vous êtes en train de nous dire que Paul Biya est au pouvoir depuis 38 ans par la volonté du peuple camerounais? Je vous le dis 3 fois oui. Moi, je dis 3 fois non. Bah, écoutez, vous me posez la question, je vous réponds 3 fois oui. Très bien. Je ne sais plus quoi Elvis, vous dire, moi, rapidement, on arrive au terme de l'émission. Rapidement, Elvis. En fait, moi, c'est les histoires de nombre de mandats et compagnie. Je pense qu'en fait, on a suffisamment d'universitaires pour étudier la question, pour voir le nombre de mandats. Par contre, il y a une chose qui, pour moi, est importante. Des pays dans lesquels on prend les États-Unis, il y a une limitation du nombre de mandats à 2. Il y a la Belgique qui s'est passée de gouvernement à 2 reprises, puisque là, ils viennent de trouver un Premier ministre pendant 1 an sans gouvernement. La différence qu'il y a, de mon point de vue, avec nos pays, et c'est là où justement la question se pose, c'est que toute la vie économique et donc sociale dépend de ces seuls hommes-là. C'est pas vrai. Il y a dans les autres pays, c'est pas vrai, des institutions tellement fortes que quelle que soit l'alternance d'hommes qu'il y a à la tête, il y aura toujours la stabilité de l'institution. Cela renvoie au discours de Barack Obama sur les institutions fortes. C'est ce à quoi je voulais faire référence. Discours qu'il a prononcé au Ghana, absolument. Qui est un pays qui a connu plusieurs alternances. Il y a eu changement depuis qu'on est là, on fréquente ce pays. Il y a eu des changements à l'Élysée. Il y a eu même des discours différents, mais la stabilité de la politique étrangère française, par exemple, elle a un sens. La France n'a pas changé sa politique en Afrique parce qu'il y a eu des changements d'hommes, quels que soient les discours qu'ils auraient tenus. Certains ont même dit
et ont contesté le fait que leurs prédécesseurs aient dit que l'Afrique n'avait pas d'histoire et compagnie. Ils n'ont rien changé dans le fond. Donc vous voyez, moi je crois en la stabilité, je suis entièrement d'accord, je suis convaincu que la stabilité... Oui, Paul-Éric, il finit, et après, oui, tout à fait. Il y a Hubert qui doit rentrer aussi. Je crois foncièrement à la stabilité et son lien direct avec le développement économique et social, mais là où j'ai du mal, c'est de croire aux hommes, parce qu'un pays a une longévité que l'homme ne peut pas, tout homme ne sait même pas quand est-ce qu'il quitte cette terre-là, or un pays reste. Donc je ne crois pas aux hommes, je crois aux institutions. Et porté par un homme, quel qu'il soit, peu importe. Bon. Quand je dis homme, c'est avec un grand H. Bien sûr, très bien. Juste un petit commentaire. Oui, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que si vous vous posez les mauvaises questions, vous n'aurez jamais les bonnes réponses. D'accord? Ça, c'est sûr. Hein. Donc, pour dire quoi? Pour dire que la démocratie que vous convoquez là, la première valeur cardinale de cette démocratie, c'est la liberté. Liberté de choix. Et je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez entendu, oui. Peut-être que vous ne l'avez pas compris. L'alternance en matière de démocratie n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Je n'ai pas dit le contraire. Les gens peuvent choisir le même pendant plusieurs années. Vous voyez Mme Merkel ici en Allemagne. 4e mandat. Voilà, donc elle a... Et qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à ça? Le peuple allemand a choisi en Chine, librement. Et au Cameroun, c'est la même chose. C'est-à-dire que le texte fondamental, c'est-à-dire la Constitution, le permet. Les Camerounais ont décidé de faire confiance à Paul Biya. C'est comme ça. C'est une liberté, tout simplement. Voilà. Très bien. Je ne sais pas pourquoi vous critiquez ça. Très bien, on va laisser... très bien. Ça veut dire que si vous critiquez cette chose-là, c'est que par définition, vous n'êtes pas démocrate. Non, moi, c'est mon tour. Non seulement vous n'êtes pas démocrate et vous n'êtes pas républicain. Vous m'aviez peut-être juste entendu, vous ne m'avez pas écouté. Voilà. Très bien, oui. Très bien. Et puis ce sera donc Ibrahim. Voilà. Ibrahim, pendant que Ibrahim va répondre, Hubert aussi viendra quand même prendre aussi la parole pour conclure. Donc merci Elvis. Donc, moi, Ibrahim répond pendant ce temps. Simplement, et vraiment, je ne connaissais pas notre ami Elvis avant de venir là. Mais ses propos sont d'une clarté limpide. Et il a dit des choses qui sont tout à fait vraies. Les institutions sont plus importantes que les hommes, même si ce sont les hommes qui les font. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas aussi oublier les hommes. Parce que si l'homme il est avili, ben, il peut avilir l'institution. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est clair par rapport à l'exemple du Cameroun, c'est que si les populations camerounaises ont choisi librement Paul Biya, évidemment, le problème ne se poserait pas. Il se pose pas. Nous pensons, avec des preuves à l'appui, avec des éléments factuels. C'est lesquels? Par exemple, dans les élections, tout le monde n'a pas la possibilité d'être candidat. Depuis quand? Depuis toujours. Depuis quand? Toujours. Vous connaissez la loi? La loi électorale camerounaise, vous la connaissez? Il y a quelqu'un qui est très connu au Cameroun. Oui, dites-nous qui. Parce qu'il a été secrétaire général de la présidence. Oui, dites-nous. Qui a été en prison avec Atangana. Oui. Vous le connaissez très bien. Voilà, Titus Edouard, pour le nommer. Oui. Qui s'est retrouvé en prison parce qu'il a décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. Je pense pas. C'est incontestable. Tous les Camerounais le savent. Je pense pas. Le jour où il a dit « je vais être candidat », tant qu'il n'était pas candidat, c'était le meilleur ami de Paul Biya, secrétaire général de la présidence. Le jour où il décide d'être candidat, il se retrouve emprisonné et on lui met sur le dos opération épervier, sur cette question, tentative de coup d'État. Sur cette question, vous n'êtes pas crédible et je vais dire pourquoi. Parce que vous étiez dans un lobby qui cherchait à le libérer. Donc vous n'êtes pas crédible. Pas Edzoa, le pauvre. Non, mais les deux. Les deux. Mais puisque les deux sont partis en prison pour les mêmes faits. Donc vous n'êtes pas crédible sur cette question. Non, mais permettez de dire aussi que vous n'êtes pas crédible parce que vous aviez un lobby pour demander leur libération. Donc on ne peut pas être crédible. Les Camerounais qui nous écoutent le savent. Oui, mais vous n'êtes pas crédible sur la question. On n'a pas la possibilité, comme on veut, d'être candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'est la première. Mais est-ce qu'il a été candidat? Est-ce qu'il a été candidat, ce monsieur? Le deuxième vice de la démocratie camerounaise, c'est que le parti qui introduit le candidat, il est totalement bétonné par Paul Biya et le clan qu'il y a autour de lui. Mais chaque parti personne n'ose. Chaque parti a un règlement intérieur. Personne n'ose. Laissez-moi finir. Oui. Personne n'ose
se déclarer candidat du parti au pouvoir, sans que Paul Biya est là. Donc vous me permettez? Même lorsque Paul Biya est malade. Est-ce que vous me permettez? La dernière chose. Non, c'est juste une parenthèse. Parce qu'il ne connaît pas le parti. Voilà, la dernière chose, c'est que, certes, il faut des stabilités politiques, on a besoin de ça. Oui. Mais il faut que ces stabilités politiques soient des stabilités réelles. Oui, et aujourd'hui, l'Afrique souffre, les deux, ouest comme centre, souffrent de la prise en otage des États par des vieillards. Pardon de dire ça, c'est pas méprisant. C'est pas méprisant, c'est juste factuel. Ils ont 80 piges. À 80 piges, je pense qu'on a mieux à faire à 80 piges que de tenter de se maintenir à tout prix au pouvoir dans des pays, pardon, je finis, dans des pays où plus de 60% de la population a moins de 30 ans. Très bien, rapidement, le mot de la fin, parce qu'on a fini là. Vous faites une analyse un peu très rapide de la situation. Quand vous parlez de la situation interne du RDPC, un parti que je connais parfaitement, puisque j'en suis membre depuis un certain nombre d'années. Alors, juste pour vous éclairer, dans ce parti, on passe toujours par des congrès. C'est lors d'un congrès qu'on décide qui sera président de notre formation. Et ce président est présenté aux élections présidentielles. Dans le cadre de ces congrès-là, il y a toujours des candidats, il y a plein de candidatures qui sont enregistrées et qui sont votées par les congressistes qui sont là. Tout Très bien, rapidement. Donc ça, peut-être vous ne le saviez pas, c'est ça. Donc, non, c'était juste pour vous éclairer. Donc, et en plus de ça, chaque parti a son règlement intérieur, donc ce n'est pas vous qui allez nous dire de changer le règlement intérieur, c'est une question qui appartient aux congressistes, d'accord? Et donc, c'est le mot de la fin. Le mot de la fin, vous savez, la société, elle est faite des moins jeunes, des moyennement jeunes et des plus âgés. Et je pense que tout ce monde-là, il faut que tout ce monde-là soit là pour qu'il y ait une société, tout simplement. Très bien. Ça ne sert à rien d'opposer les générations. Dans tout ce monde. Comme vous Très le bien. faites. Elvis, le mot de la fin. Le mot de la fin. On conclut l'émission. En tout cas, si j'ai un mot de la fin, c'est de dire que c'est peut-être le début pour qu'on puisse penser l'Afrique. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. L'Afrique de demain, on peut y aller, c'est là. Choisissons notre voie, on peut y arriver parce qu'en réalité, on n'a pas à opposer Ouest et Afrique. Il y a tellement de compétences. Tellement de compétences. Moi, à chaque fois que j'arrive au Cameroun, je vous dis, j'y vais, je ne sais combien de fois, peut-être même plus que vous. Ah, vous ne savez pas combien de fois j'y vais. Vous ne savez pas combien de fois j'y vais. J'ai l'impression de compétences étouffées. Voilà, étouffées, qui demandent à sortir. Et c'est peut-être... C'est un sentiment que je partage. Ah, c'est un sentiment que je partage. S'il vous plaît. Ceci peut-être donc c'est pas vraiment réel, quoi. C'est pas réel. Que tellement de Camerounais se retrouvent peut-être au Nigeria sur le chiffre que j'ai entendu aujourd'hui, 3 à 4 millions, pour y produire, alors qu'ils auraient pu produire au Cameroun. De la même façon, il y a 4 Très bien. millions de Nigériens au Cameroun. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire donc, cette émission en 2 parties, 2 longues parties. La première partie consacrée à la corruption politique, la deuxième partie sur la démocratie en Afrique de l'Ouest vs l'Afrique centrale. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Rachel qui était sur le plateau avec nous. Merci à vous les téléspectateurs. Rendez-vous à la même heure sur la même chaîne. Merci à vous. Au revoir.